Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette Agora Harmonie Mutuelle, tenue à Lyon avec nos partenaires. Je veux citer prioritairement l'ARACT, puis l'IFEC, donc l'ARACT bien connu des entreprises, plus spécialement des entreprises de petite taille. C'est un petit peu, j'allais dire, votre domaine d'excellence, mais on y reviendra. Et puis l'IFEC, l'un des deux syndicats très représentatifs du métier d'expert comptable. Voilà, il était absolument indispensable que vous soyez là ce soir pour que nous parlions de QVT et de QVCT maintenant, voilà, si l'on veut être à jour, la qualité de vie au travail et en quoi effectivement cette qualité de vie au travail peut être un levier pour le bien-être des salariés, des collaborateurs, mais aussi des dirigeants. Et puis naturellement pour le développement et la croissance de nos entreprises. Alors, je vais bientôt évidemment vous présenter nos intervenants, mais peut-être un petit mot d'introduction avant et quelques chiffres. Savez-vous que plus d'un patron sur deux aujourd'hui juge l'environnement de son entreprise très incertain? Je pense que vous n'apprenez rien, c'est pas bien nouveau. C'est une enquête faite pour le journal des Échos qui nous le révèle il y a une quinzaine de jours. Et parmi les facteurs d'inquiétude, qu'avons-nous? Eh bien, évidemment, les problèmes de recrutement, la pénurie de compétences. La pénurie de compétences, doit-on citer l'hôtellerie-restauration dont on parle régulièrement? Doit-on citer la santé? Doit-on citer l'aide à la personne? Doit-on citer la mécanique auto, la carrosserie, l'industrie, la fonction publique? Qui aurait dit un jour que l'on ferait du speed dating pour recruter des instituteurs et des professeurs? Donc évidemment, tout cela interpelle. Et pourtant, parallèlement, qu'est-ce qu'on observe? Une courbe du chômage qui diminue, l'apprentissage qui repart, la crise sanitaire qui a profondément modifié les modes de travail. Doit-on parler du télétravail avec ses conséquences sur la vie familiale? Doit-on parler des changements de vie, j'allais dire choisis? Je quitte Paris, je vais sur la côte, pour ne citer que cela. Doit-on citer les 2,5 millions de salariés en burn-out sévère? Et j'y ajouterai que 4 managers sur 10 sont aujourd'hui en burn-out sévère, selon les derniers chiffres qui nous ont été communiqués fin 2021. Tout cela montre bien que nous sommes dans une conception tout à fait différente de la valeur travail par rapport à ce que nous connaissions avant. On parle aujourd'hui des générations Z pour les générations un petit peu plus anciennes auxquelles je me rattache. C'est vrai qu'il y a quelques explications nécessaires pour pouvoir analyser tout cela. Alors évidemment, Harmonie Mutuelle n'est pas insensible à tout cela, on y reviendra tout à l'heure, mais on y reviendra tout à l'heure dans un cadre légal. Effectivement, celui d'une loi qui a été votée, une proposition de loi, ce qui est quand même assez rare. On est plus souvent sur des projets de loi, mais là c'est une proposition de députés qui ont été suivis et qui sont passés donc à cette notion de qualité de vie au travail, à QVCT, qualité de vie et donc des conditions de travail dans l'entreprise. J'oserais dire que nous sommes passés en fait de la couverture maladie, du curatif au préventif. Et donc, j'allais dire, à tout ce qui concerne effectivement le bien-être des salariés au travail. Donc, tel est le sens de notre agora de ce soir. Et donc, pour en parler, pour débattre tous ensemble pendant une heure, nous aurons le plaisir d'entendre Tristan Beach. Bonsoir Tristan, qui aura la parole tout à l'heure. Alors Tristan, en dehors du fait que c'est un excellent musicien, il est philosophe et consultant. Il pratique, c'est une formule que j'aime bien, l'ingénierie philosophique. L'ingénierie philosophique, c'est-à-dire l'art de traduire des concepts philosophiques en outils opérants pour accompagner concrètement le changement des collectifs et des organisations.
Voilà, donc Tristan vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. C'est lui qui aura la parole en premier lieu. Merci Axel Gazet, bonsoir. Expert comptable, représentant donc l'IFEC. Alors Axel a son cabinet à Saint-Maximin à Sainte-Baume, où il fait encore plus chaud qu'à Lyon aujourd'hui. Il est fondateur du groupe Expert à Conseil, membre donc de l'IFEC, on l'a dit, l'un des 2 syndicats de la profession, et il a intégré la commission sociale, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, depuis octobre 2020. J'ajouterais aussi que c'est un homme qui a des convictions citoyennes très fortes, puisqu'il c'est un ancien élu municipal. Et j'ose dire d'Axel, puisque nous avons échangé un petit peu tous les deux, que contrairement à ce que son métier indique, c'est moins un homme de chiffres qu'un homme de cœur. Il est très attaché aux questions sociales, aux questions de management, mais c'est aussi un homme des saisons. Hein, et il vous parlera donc du printemps du management, mais aussi, parce que c'est un projet, je crois, de l'été indien du dirigeant. Alors, avec une telle dénomination, évidemment, ça donne envie. Bonsoir Anne-Cécile Lambardi, donc, qui est directrice régionale de l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Doit-on présenter l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui évolue, j'allais dire, dans un réseau. Et à la tête du réseau, nous avons l'ANACT. Alors l'ANACT a été fondée en 1973. Nous sommes là dans le cadre d'associations paritaires, loi 1901. Et puis ces agences ont été développées régionalement depuis 1984. Mais je veux dire, bientôt tout cela ne va faire qu'un tout. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Bonsoir Carole. Voilà, Carole Bourget-Martin, qui est la directrice régionale d'Harmonie. Donc Harmonie en région Rhône-Alpes-Auvergne, ce sont 28 agences, 365 000 adhérents, 6 000 entreprises, aujourd'hui un petit peu plus demain, 368 salariés, entreprises clientes, 368 salariés, 195 élus. Et oui, nous sommes une mutuelle, il faut le rappeler. Et le rôle des élus est important, je pense que Carole y reviendra tout à l'heure. Et Carole déclarait à Lyon Entreprise, en décembre 2021, ma feuille de route, développer la présence d'Harmonie Mutuelle auprès des entreprises, les accompagner dans la valorisation du potentiel humain, renforcer les liens avec les écosystèmes locaux et faire vivre sur l'ensemble du territoire de la région l'ambition d'Harmonie Mutuelle d'être un acteur global de la santé. Je pense ne pas avoir trahi vos propos. Voilà ce que seront nos intervenants ce soir. J'y ajouterai une intervenante qui n'est pas là, présente, mais qui sera présente tout à l'heure par l'image. Je veux parler de Magali Jost, qui est donc la dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Nature et Aliments, qui se situe dans la région nantaise, 25 collaborateurs à peu près, et qui a été, cette entreprise, lauréate du prix Santé Entrepreneur 2021, prix coup de cœur des délégués donc Harmonie Mutuelle. C'est une société familiale dont l'histoire a commencé en 1913. Et oui, vous voyez, c'est bien vieux. Les choses ont évolué, l'eau a coulé sous les ponts, mais l'entreprise est toujours là. Je pense que nous aurons également le plaisir d'entendre Estelle Choisy-Drogba, qui est chargée de mission donc à l'ARACT ici tout à l'heure. Pour commencer, une petite pause en images qui va nous permettre de lancer les débats. Harmonie Mutuelle, partenaire des entreprises engagées aux côtés de leurs salariés, vous présente Parole d'entrepreneur. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons dans l'entreprise de Fabien Allard. Il a instauré une gestion innovante des horaires et des congés. Regardez, c'est très inspirant. Dans mon entreprise, j'ai mis en place un système bien particulier basé sur la confiance. La traduction la plus emblématique concerne le temps de travail et les congés. Chez nous, les horaires sont libres et surtout personne ne vérifie le temps de travail effectif. Chacun gère son emploi du temps en fonction de ce mode de vie. Par exemple, Sébastien, chargé d'opération, voulait passer plus de temps avec sa fille en semaine. Il a donc choisi de travailler de 8h à 16h et ensuite va la chercher à la crèche. Ce qui lui permet de passer plus de temps avec elle. La gestion des vacances est également particulière. Chaque collaborateur est libre de prendre autant de jours qu'il le souhaite, quand ça lui convient, et aucune autorisation n'est à demander.
Tout cela participe à l'épanouissement des salariés et donc à l'essor économique de l'entreprise. Et grâce à ce système, nous attirons des collaborateurs de talent. C'était Parole d'entrepreneur avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Lancer nos échanges sur ce sujet-là. Le travail doit-il nous rendre heureux? Donc par rapport à cette introduction un peu modeste et rapide que j'ai pu faire, aux quelques chiffres que j'ai cités, au phénomène de grande démission qu'on peut observer aux États-Unis, mais qui vient également chez nous, comment vous réagissez par rapport à tout cela et quelle est la place que vous donnez au bonheur dans l'entreprise? S'agit-il tout d'abord d'un bonheur personnel transféré de l'entreprise ou s'agit-il d'un bonheur de l'entreprise qui rayonne sur la vie personnelle? Vous avez la parole. J'ai 4 heures surtout. Eh ouais. Les philosophes, ça commence par 4 heures de dissertation. Déjà, j'ai envie de vous remercier pour votre invitation. Merci Alain pour cette introduction. J'ai la lourde responsabilité, je me sens si bien entouré, avec beaucoup d'humilité du coup, de faire un petit pas de côté sur cette thématique passionnante, qu'est la qualité de vie au travail, à partir de la question du bonheur que tu reviens de nous poser, Alain. Je ne vais pas vous faire ma réponse à moi. Je vais déjà partir en bon philosophe. Alors, juste un pas de côté pour vous rassurer, hein, parce qu'ingénierie philosophique, si moi j'avais entendu ce terme-là, je serais sorti de la salle, hein, ou je me serais déconnecté pour les personnes qui nous suivent en digital. Nous on dit, si la philosophie elle a une utilité aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre le temps, comme ce soir, ce qui nous réunit, de faire un petit pas de côté et de venir se poser les bonnes questions. Et cette question-là, avant nous, ce soir, il y a un philosophe qui se l'est posé, en plein cœur des révolutions industrielles. Vous le connaissez, forcément. On ne peut pas parler de travail sans parler, ou de rapport au travail, de santé, de qualité de vie au travail, sans parler de... Oui. Alors, un peu plus tard, Karl Marx. Voilà. Exactement. Karl Marx, c'est un des premiers à dire, en fait, le rapport au travail, il est d'emblée complexe. Il ne va pas de soi. Il parle de l'étymologie. L'étymologie, c'est le sens premier du terme, pour savoir de quoi on parle objectivement. Quand on parle de travail, Marx nous dit, on parle d'abord de tripalium. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu cette étymologie supposée du mot travail, parce que tripalium, c'est un instrument de torture. Pas gagné de donner une belle place au travail dans ce contexte-là. Le tripalium, il axe la dimension, comme le laborance aussi, c'est une autre étymologie, laborance en latin, qui a donné d'ailleurs le mot labeur. Il axe du coup la dimension pénible du travail. Il accentue la dimension, on va dire, ce que Marx appelle la dimension aliénante, c'est-à-dire elle va nous enlever de la liberté. Marx dit les choses ne sont pas si simples, parce que le travail, paradoxalement, c'est quelque chose aussi qui nous rend plus libres. Il en a l'intime conviction. Et pour ça, il nous dit, le laboureur, ok, c'est une activité qui est difficile, c'est une activité qui est pénible, mais derrière, il fait pousser la vie. Un autre sens premier, là je fais un vrai pas de côté pour le coup, mais j'en arrive à la question du bonheur. Marx nous dit, un autre sens du mot travail, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, vous prenez le dictionnaire, vous regardez le mot travail, le premier sens que vous voyez, ce n'est pas le sens de l'emploi, c'est le sens, tenez-vous bien, obstétrique. Le travail, c'est le fait d'accoucher. Et accoucher, alors, je ne l'ai pas vécu, certaines, j'imagine, dans cette salle pourront en témoigner, c'est aussi pénible, c'est aussi difficile, c'est aussi de la souffrance. Oui, mais nous dit Marx, c'est une souffrance qui derrière donne la vie. C'est une souffrance qui a un sens vers quelque chose. Tout ça pour nous dire que, si on en revient au sens premier du travail, le travail nous rend heureux, le travail participe du bonheur, pour peu qu'il ait un sens. Et là, vous nous voyez, philosophes, on arrive avec notre question du sens. Je fais partie aussi de ces jeunes générations qui se sentent préoccupées par cette question-là, du sens, pas que du sens au travail, du sens écologique aussi, pour un travail qui nous rend heureux. Maintenant, ce qu'on s'est demandé tout à l'heure dans les coulisses, dans notre échange, c'est jusqu'où le travail doit-il nous rendre heureux? Et aujourd'hui, ce que tu annonçais tout à l'heure, Alain, c'est deux courants en sociologie des organisations, et en philosophie, on va voir ailleurs aussi,
qui donne deux versions, une version forte et une version faible du bonheur au travail. La première, elle est, pour reprendre tes mots Alain, curative. Les sociologies des organisations qui vont parler de bonheur au travail curatif, donc ce sens qui nous accomplit, qui nous donne un sentiment d'accomplissement au travail, c'est tout ce qui va être ce qu'on va appeler aujourd'hui, qui est très très à la mode, surtout dans les milieux anglo-saxons, le happiness officing. Et ouais. Vous avez déjà entendu parler peut-être des Chief Happiness Officers, responsables du bonheur au travail. Oui, la chocothérapie. Alors moi je signe, on me dit je t'engage et il y a de la chocothérapie chocolat à volonté, moi je dis oui. On parle aussi de dispositifs ludiques, on parle avec les fameux exemples de Google, d'aménagement d'espaces de travail absolument révolutionnaires, à l'exemple aussi de la vidéo, aménagement de temps et d'espaces de travail qui permettent aux collaborateurs d'adapter leurs propres besoins aux normes de travail, à leur implication professionnelle. Oui mais, en philosophie, on ne se satisfait jamais de rien. On aime dire, ah oui, je suis d'accord, mais si on pense un peu plus loin. Et puis Tristan, oui, si je peux me permettre, est-ce qu'on est dans une dimension collective ou individuelle des choses ? Parce que on y reviendra tout à l'heure avec Axel, mais lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est responsable d'une organisation, est-ce qu'on gère un collectif ou est-ce qu'on gère une somme d'individus qui fait un collectif ? Ça, c'est une très belle question. En philosophie, on distingue deux dynamiques des organisations. La dynamique atomistique, c'est-à-dire on va prendre soin individuellement de chacune et de chacun, ou la dimension, alors moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans, chacun doit choisir en fonction de sa sensibilité, de sa culture en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. L'autre dynamique, c'est celle qu'on va appeler holistique, qui part du principe qu'une organisation, c'est plus que la somme de ses parties, et du coup, qui à partir de là, quand on a la vision holistique, va développer ou va mettre au centre de son activité, au-delà bien entendu des enjeux financiers, des enjeux opérationnels, des enjeux relationnels aussi, des enjeux que nous on appelle dans notre jargon des enjeux culturels. Enjeux culturels, c'est affirmer une raison d'être. Les enjeux culturels, c'est affirmer et se partager des valeurs qui vient de Valere en latin, Valere qui a donné le mot valeureux, Valere qui veut dire être fort collectivement, et qui garantit du coup que l'organisation, le travail, le bonheur au travail dépasse justement la somme des intérêts individuels pour le coup. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Alain. On va y revenir avec Axel sur la difficulté de gérer effectivement cette ambiguïté dans les entreprises. Axel, d'ores et déjà un premier témoignage là-dessus dans ton propre cabinet, j'allais dire. Oui, dans mon propre cabinet ou plus globalement dans la profession, on peut parler plus généralement. En tout cas, ce qui est sûr, c'était les échanges qu'on avait juste avant, notamment avec Tristan. Aujourd'hui, il y a plusieurs effets dans les cabinets, dans les entreprises en général. Il y a les attentes individuelles, c'est certain. Il y a surtout des attentes générationnelles et donc finalement collectives. Est-ce que c'est du collectif dans l'entreprise? Est-ce que c'est du collectif dans une profession? Est-ce que c'est du collectif générationnel? C'est peut-être un mélange un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, c'est une réflexion à mener clairement pour permettre de pallier ce que tu disais juste au début. On parle de difficultés de recrutement aujourd'hui. C'est certain. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'a pas au moins un poste à pourvoir. Je ne connais pas un seul client qui finit par un rendez-vous en disant « Si tu connais quelqu'un qui fait ça, surtout tu me l'envoies ». C'est devenu le grand jeu à la mode. Aujourd'hui, toutes les entreprises manquent de ressources. Qu'est-ce qui va différencier une entreprise d'une autre? C'est peut-être celle qui saura entendre, celle qui saura écouter. On n'apporte pas toujours la bonne réponse, mais en tout cas, quand on essaye de faire du mieux possible, visiblement, on arrive à recruter dans les entreprises aujourd'hui. Mais pour faire du mieux possible, il faut savoir entendre. Et entendre, ça ne veut pas dire juste entendre ce qui rentre dans l'oreille gauche et qui sort dans l'oreille droite. C'est analyser les attentes des collaborateurs. Je fais un peu de philosophie, du coup, Tristan, tu m'en voudras pas. C'est juste ma vision de chef d'entreprise. Bien sûr, aujourd'hui, dans le monde de l'expertise comptable, comme dans tous, on est 160 000 collaborateurs, on a 20 000 postes à pourvoir. Qu'est-ce qui se passe? Plein de solutions. Alors, on peut délocaliser dans des pays étrangers, on peut avoir recours à l'intelligence artificielle. On peut aussi choisir de bâtir une marque employeur.
on peut bâtir un process de construction avec ses collaborateurs. La question aujourd'hui, c'est peut-être plus qu'est-ce que le chef d'entreprise veut faire de sa boîte. La question, c'est qu'est-ce que mes collaborateurs veulent faire de notre boîte. Et je pense que tant que ce cheminement-là... Ce qui suppose une perception, j'allais dire, très ouverte du dirigeant d'entreprise, au sens capitalistique du terme, au sens, j'allais dire, développement de l'entreprise, partage de sa stratégie. C'est pas simple quand même pour des générations d'entrepreneurs, ça. C'est compliqué. Je pense qu'il y a un effet de génération. C'est peut-être plus facile pour les plus jeunes générations que les anciennes d'aller vers cette vision-là. En tout cas, aujourd'hui, les démarches RSE, on entend tous parler de RSE, personne ne sait exactement ce que c'est, soyons honnêtes. En tout cas, les démarches RSE, le premier des paliers, c'est quoi? C'est de commencer à échanger avec ces équipes, à construire. Et bien entendu, il faut aller de l'avant dans ces échanges-là. Petit retour d'expérience très basique, on doit choisir dans nos métiers plein d'outils de digitalisation. On est dans nos métiers à un moment où la facture X va arriver. Le 1er janvier 2024, c'est demain. Et il y a plusieurs éditeurs qui arrivent sur le marché. Moi, assez bêtement, parce que je ne suis pas bien de la génération Z, il faut bien le reconnaître maintenant, je commence à avancer. C'était juste avant, Axel. Juste avant, voilà. Ouais. Bêtement, je propose au directeur de mission d'organiser un groupe de travail pour choisir l'éditeur qu'on va prendre pour ce sujet-là. Et puis, comme chez nous, ça parle beaucoup, et ça parle beaucoup dans le bon sens, parce qu'il y a la communication formelle, informelle, on peut en parler en télétravail, etc. Les jeunes générations, dont la génération Z, qu'on évoque souvent comme étant une génération désengagée, entend parler de ces ateliers de travail pour choisir. Et pas plus tard qu'il y a à peu près 3 heures de ça, j'étais dans le train pour venir ici, et j'avais un message sur Teams des directeurs de mission qui dit Hamza et Wilfried voudraient participer, si c'est possible, aux ateliers de travail pour choisir avec nous. Est-ce que c'est pas ça, partager, inclure, ouvrir les portes? Les gens qui veulent partager, qui veulent s'associer à ces démarches-là, c'est tout simplement des gens qui se projettent dans l'entreprise. Avant de dire on n'arrive pas à recruter, laissons les gens se projeter. Merci Axel de cette réponse très complète. Une autre question qui s'adresse un petit peu à tous les deux et peut-être une réponse courte. Comment faire... Le travail est rentré dans les maisons avec le télétravail. Le travail est rentré dans les familles. Le travail est rentré dans les organisations personnelles. Comment pour le responsable d'équipe, le chef d'entreprise, le manager, globalement, peut-on faire la part des choses entre ce qui relève d'attentes relatives au travail, mais qui finalement ont un lien très direct avec la famille, c'est un lien très personnel, je dirais même très intime, et ce qui relève de l'organisation de l'entreprise avec les frontières qui sont apposées. Comment vous réagissez par rapport à cela ? Et je poserai la question à nos deux responsables d'organisation aussi, à Carole et puis Madame la directrice régionale de l'ARACT devra également s'exprimer sur la question. Axel ? Oui, le travail est rentré dans les familles, dans la maison, et je crois que de fait, les familles et les maisons, nos collaborateurs sont rentrés dans le travail. C'est ta perception des choses. C'est ma perception, oui. Et je pense aujourd'hui qu'un chef d'entreprise qui refuse de voir ça, alors je parle plus, attention, pour les entreprises comme mon activité, qui ont la facilité de pouvoir télétravailler. Parce qu'on a l'impression que le télétravail concerne 100% des Français. Loin il s'en faut, c'est juste 30% des postes qui sont de télétravail. C'est pas facile de monter des parpaings en télétravail. Exactement. On n'a pas trouvé encore. Donc je crois qu'il faut accepter ça, il faut accepter ce mélange des genres quelque part. Il faut surtout l'adapter, et je reviens à la notion de génération, à la génération de collaborateurs. Moi au cabinet, le plus jeune a 21 ans et la plus âgée a 61 ou 62, un truc comme ça. Il y a 40 collaborateurs, il y a 40 façons de manager, et les attentes générationnelles ne sont pas les mêmes. Le mélange, le lien, le maillage entre la vie privée et la vie personnelle n'est pas le même selon les générations. Mais en tout cas, il faut accepter ça. Le télétravail, pour faire une parenthèse, et je la fais brève, je sais, c'est un grand sujet qu'on a abordé avec Marie. Le télétravail aujourd'hui est devenu quelque chose d'incontournable dans les métiers administratifs. Et contrairement aux craintes qu'avaient nombre de chefs d'entreprise,
Le problème du télétravail n'est absolument pas un désengagement des collaborateurs, c'est un surengagement. Voilà ce qu'on constate au bout de 2 ans. Les problèmes qu'on a, c'est de rappeler à nos collaborateurs le droit à la déconnexion et le nombre d'heures de travail à respecter, mais ce n'est certainement pas le travail non fait. Tristan, de manière très brève. Tu me demandes une réponse courte. Ouais, Alain, tu me mets au défi, là, tu me challenge. Eh ben, je dirais, si je devais la résumer en quelques mots, la perspective qu'on jetterait sur cette question, c'est celle de la réflexion, que c'est une occasion, le télétravail, de réflexion à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau personnel, au niveau interpersonnel, au niveau institutionnel, des frontières et de la responsabilité. Des responsabilités. Jusqu'où va la responsabilité institutionnelle, jusqu'où va la responsabilité personnelle entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais en tout cas, nous, on est beaucoup intervenu sur ce sujet-là, on invite du coup à un vrai dialogue interculturel, pour le coup, au sens très très générique d'interculturalité, de porosité entre... parce que les besoins ne sont pas les mêmes en fonction des institutions, en fonction des cultures, des individus, en fonction des besoins de chacune et chacun. Tout est histoire de dialogue. Tu parlais d'écoute tout à l'heure. Il y a d'autres valeurs sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard sur un dialogue réel autour de la qualité de vie au travail. Donc c'est du dialogue et du cousu humain. Dans des organisations très importantes en nombre, Carole, comment aborde-t-on ces questions-là dans un poste de direction tel que le vôtre ? Alors côté Harmonie Mutuelle, le télétravail, on l'avait mis en place avant je dirais, la crise sanitaire. Donc, c'était aussi une chance pour les collaborateurs qui étaient déjà en situation de télétravail pour certains. Et donc, les managers et autres avaient déjà organisé un petit peu ce sujet-là. Ils n'ont pas sauté dans le grand bain comme cela. Moi, je rebondis sur ce qui a été dit. C'est beaucoup effectivement de dialogue et d'adaptation parce que autant d'individus, autant de situations et qu'on n'est pas tous faits de la même façon. On n'a pas tous les mêmes contraintes pro, perso, etc. Et donc, le plus de souplesse possible dans ces accords de télétravail. En tout cas, nous, dans notre organisation, c'est ce qui est le cas avec des options diverses et variées qui permettent de s'adapter, que le télétravail, c'est pas une obligation non plus, parce que certains collaborateurs me disent bah oui, mais là, on élargit, mais non, mais c'est vraiment à chacun de décider, de se projeter. Donc ça, c'est aussi important de dire oui, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas une obligation, chacun peut y aller ou pas. Après, effectivement, sur certains métiers, 30% sont télétravaillables, de l'administratif. Sur des fonctions commerciales, on parlait de nos 28 agences sur la région, et bien effectivement, accueillir le client, parce que c'est aussi notre mission, d'accueillir nos clients. Donc là, voilà, comment on peut trouver quand même des solutions pour permettre à nos collaborateurs aussi en agence de bénéficier de cette souplesse, qui a aussi des avantages indéniables pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est effectivement, il n'y a pas de règles très strictes, c'est beaucoup d'adaptabilité, beaucoup de dialogue, et puis c'est ça, oui, l'adaptabilité. Voilà. Beaucoup de management finalement. Oui, parce que effectivement, et d'accompagnement des managers, parce que là aussi cette strate est particulièrement impactée. C'est comment moi je m'adapte avec chacun des individus qui composent mon équipe. Moi, en tant qu'individu, quel impact ça a aussi sur ma propre activité, sur mon rôle de manager. Donc, il y a un travail aussi très important auprès des managers à accompagner aussi dans ces périodes-là. Anne-Cécile. Le témoignage de leur acte sur votre propre organisation, sur ces questions-là. Comment vous ressentez les choses dans la responsabilité managériale qui est la vôtre ? Alors effectivement, nous sommes une entreprise de service, en tout cas une association avec des chargés de mission comme Estelle là aujourd'hui, donc de la gestion finalement de la matière grise. Donc l'organisation, alors que nous n'appelons pas forcément télétravail, on entend parler d'organisation hybride, c'est-à-dire de l'alternance entre présentiel au bureau ou dans les entreprises, bien évidemment, et distanciel, donc à la maison, en tout cas dans un autre lieu que le lieu professionnel. Ce sont des choses qu'on avait mises en place de manière, j'allais dire, sporadique avant la crise sanitaire et qui de toute façon nous a bousculé rapidement dans une organisation à distance à 100%. Vous êtes passé de la réponse à l'anticipation. Complètement.
D'accord. Alors, c'est facile, effectivement, dans nos activités. On parlait des activités télétravaillables tout à l'heure, même si il a fallu finalement travailler avec les équipes et les quelques managers de l'entreprise pour ne pas perdre le lien, ne pas perdre l'esprit collectif, ne pas perdre les habitudes de créer ensemble, parce que nous sommes à la RAC sur des sujets d'innovation, de défrichage, donc les chargés de mission ont besoin de travailler ensemble, de liens, de retours d'expérience, d'échanges de pratiques. Donc il a fallu, malgré la distance imposée par la crise sanitaire, trouver des modalités innovantes pour ne pas perdre ce collectif et ce sens du travailler, du bien travailler ensemble. C'est ce qu'on observe aussi. Donc ça a été relativement facile chez nous, d'abord parce que nos chargés de mission, nos équipes sont autonomes en fait dans leur travail, un peu comme Monsieur Allard tout à l'heure, même si on a un cadre conventionnel de temps de travail, nos cadres... Avec un principe de confiance qui est préétabli. Complètement. Tout à fait. C'est un prérequis. C'est un prérequis. Néanmoins, une habitude finalement plutôt du travail rendu, du travail bien fait, que du travail comptabilisé à l'heure, au jour ou à la semaine. Et en fait, tout ce dont on a discuté là tout de suite, si je rebondis sur le thème de l'Agora, hein, qualité de vie au travail ou qualité de vie et des conditions de travail, renvoie bien à la définition de 2013, voilà, dans l'accord de 2013. Sur lequel on va revenir tout à l'heure. Fait. Effectivement. Voilà, qui était permettre aux salariés de s'exprimer, ce qu'a dit monsieur, s'exprimer sur le contenu du travail. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Anne-Cécile. Alors, une question très simple avant d'enchaîner. Plutôt tourner vers Axel. Est-ce que finalement, compte tenu de ce qu'on vient de dire, il ne faut pas former les dirigeants ? Quel était le sens du travail entamé au sein de l'IFEC? Je pense au printemps du management, j'ai cité tout à l'heure l'été indien, effectivement. Vous, expert comptable, homme de chiffres, beaucoup plus habitué, j'allais dire, à la gestion du bilan, du compte de résultat, à la période fiscale, au commissariat aux comptes, qu'à l'aspect sociétal et social des choses dans les entreprises. Comment est-ce que, ou quel conseil, si je peux me permettre, donneriez-vous à vos collègues pour faire émerger cette question, effectivement, de la formation, de la sensibilisation des dirigeants à ces questions-là? C'est un enjeu majeur de nos cabinets. Alors, je suis peut-être un expert comptable un peu à part, parce que moi, personnellement, un bilan, je n'y trouve aucun intérêt. Le seul intérêt d'un bilan... il est très très à part, on peut confirmer. C'est le résultat que ça dégage pour mener des actions de bien-être, de formation, de développement de l'humain. Je fais partie de ceux qui disent qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, de service, de vente, de ce que vous voulez, n'est rien sans les talents qui la font. Donc l'intérêt d'un bilan, je le reconnais, c'est de pouvoir dégager des marges dans une entreprise pour accompagner au service de ces talents, du développement. Exactement. De ces talents. Voilà. Et derrière le mot talent, oui, bien sûr, il y a les jeunes alternants que toutes les entreprises ont recrutés depuis 2 ans là, avec le plan Jeunes en Emploi, mais il y a aussi les managers et il y a aussi les dirigeants. La profession d'expertise comptable est à un tournant majeur. On a chaque année un nombre de diplômés qui est inférieur au nombre de sortants de la profession. Donc on a besoin de managers, de nouveaux entrants qui sachent prendre en compte toutes ces attentes et particulièrement des jeunes générations. On parlait de RSE tout à l'heure avec Tristan. Si on ne forme pas nos managers à détecter, à comprendre les attentes de ces nouvelles générations, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des structures qui n'arrivent plus à recruter, qui refusent des dossiers. C'est l'une des explications des questions de burn-out des dirigeants aujourd'hui. J'en suis convaincu. Réponse tac au tac, hein, vous avez vu, mais j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, le dirigeant, mais de quelle que soit l'entreprise, est la personne dont les pouvoirs publics se moquent le plus. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, il y a une médecine du travail. Elle protège les salariés. Elle pourrait faire beaucoup plus. Je vous fais une anecdote très personnelle. J'ai eu une grave maladie il y a 4 ans. En même temps, un licenciement pour inaptitude d'une salariée, visite du médecin du travail au cabinet. Jusque-là, c'est normal. Médecin du travail qui me dit, vous savez, monsieur, si on prenait aussi soin des dirigeants, parce que je sais ce que vous avez, un de vos salariés m'en a parlé,
vous auriez été soigné bien plus tôt. Aujourd'hui, on est quand même en France, dans un pays qui ne se préoccupe nullement de la santé de ses dirigeants. Et c'est assez paradoxal. On veut prendre soin de nos collaborateurs, nous dirigeants. Toute personne qui veut développer sa boîte a envie de prendre soin de ses collaborateurs, a envie de les protéger, a envie de les aider à se développer, à acquérir de nouvelles compétences, à se sentir bien. Les pouvoirs publics imposent des choses et c'est très bien parce qu'il y a souvent des dirigeants qui ne font pas ce qu'ils font en la matière. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi considérer le dirigeant comme étant un simple collaborateur de l'entreprise? Parce que c'est ça qui fait une entreprise, c'est un ensemble de collaborateurs, quelle que soit la strate hiérarchique. Merci Axel. Tristan, une dernière question. Pour avoir des entreprises heureuses, c'est une question un peu, enfin c'est une porte ouverte, mais j'aimerais bien entendre votre raisonnement là-dessus. Il faut avoir des patrons heureux? Et comment faire en sorte qu'ils soient heureux? Si je dis non, là, oui. Ouais. Mais pas que. On a besoin de... et ça, je suis désolé, c'est encore un philosophe qui en parle, qui s'appelle Paul Ricoeur, qui était patron, lui, mais patron d'université à son époque. En mai 68, il était patron de l'université de Nanterre. Et ouais, je vous dis parce qu'il a vécu. On a besoin, il parle des entreprises aussi, il parle des universités, des institutions de manière générale. Pour le bonheur, on a besoin d'articuler 3 enjeux. Les enjeux individuels, donc oui les patrons, oui les salariés, oui dans la vision individualiste aussi, d'une certaine manière, sans rentrer dans la vision pour autant égoïste, et il en parle très bien. Il dit le souci de soi n'est pas le souci de moi, ça compte. Il parle de prendre soin des enjeux interpersonnels, donc là je réinsiste là-dessus, parce que c'est là-dessus qu'on fait nos formations aux dirigeants, aux dirigeantes, la formation à l'intelligence relationnelle. C'est pas qu'on est bête relationnellement, mais c'est qu'on a besoin de réapprendre à dialoguer dans les enjeux complexes, dans les enjeux d'incertitude qui sont les nôtres aujourd'hui. 3e enjeu de prendre soin de l'institution elle-même en tant que tout qui dépasse la somme de ses parties. Et il dit, je reprends chacun de ces points, il dit au niveau individuel, on a besoin de nourrir le sens. C'est des évidences que je vous dis là, mais des évidences qu'il est bon de se rappeler, que ce soit au niveau dirigeant, au niveau salarié, au niveau de management de proximité, on a besoin de nourrir le sens. Quand on parle de sens, on parle de signification de ce qu'on fait, et on parle de direction aussi, d'impulser une direction. Et oui. C'est un sens collectif et individuel, pour y revenir. C'est un sens qui commence par l'individu, mais qui doit se relier rapidement au collectif avec ce qu'on parlait tout à l'heure d'interculturalité ou de culture partagée, tout à fait. Au niveau interpersonnel, le besoin qu'on a pour le bonheur au travail, un bonheur réel cette fois-ci, hein, pas juste du happiness officing et de la chocothérapie, c'est le besoin de dialogue. Et le dialogue, nous dit Socrate, ça passe par, alors Socrate n'a rien écrit, mais il le dit par Platon, ça passe par 4 valeurs clés. L'écoute. Et ouais, sans ça, il n'y a rien du tout. Ça paraît être une évidence, mais en fait, c'est pas si évident que ça. Le questionnement. Nous, on dit à nos dirigeants, à nos managers, qui questionnent, dirigent. Et ouais. Avant d'avoir le dernier mot, aujourd'hui, on a besoin de poser et de se poser les bonnes questions. 3e valeur, l'argumentation. Il ne s'agit pas que de prendre des décisions, mais de dire pourquoi aujourd'hui on a pris ces décisions, pourquoi elles nous semblent être la meilleure, même dans ces contextes d'incertitude. On parle beaucoup de VUCA, je ne sais pas si ça vous parle. Et 4e valeur, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est la franchise. Et la franchise, pour les philosophes, c'est pas le fait de dire ces 4 vérités. Non. La franchise, pour un philosophe, c'est le courage de se parler de ce qui fait obstacle à un moment donné, tout en prenant soin de la relation. Et là, c'est déjà tout un programme. C'est déjà tout un programme. Et au niveau institutionnel, enfin, pour terminer, et après, promis, je me tais, Paul Ricoeur nous dit, très important, à partir de la connexion des sens individuels et de la mise en dialogue, de prendre soin de l'équité culturelle dans les organisations. C'est le lieu d'articulation entre les intérêts individuels et les intérêts institutionnels et les intérêts du dirigeant. Merci Tristan. Une petite pause en images, si vous le permettez, et nous reprenons le fil de notre conversation, si je puis dire. Harmonie Mutuelle, partenaire des entreprises engagées aux côtés de leurs salariés, vous présente Parole d'entrepreneur. Bienvenue dans Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, direction la banlieue lyonnaise, à la rencontre de Céline Pérez. Elle met à la disposition de son équipe une application de visioconférence, pas comme les autres, qui mesure le temps passé devant son ordinateur et encourage à faire des pauses. Regardez. Nous sommes de plus en plus nombreux à télétravailler, comme dans de nombreuses entreprises. On manque de liens sociaux, de moments de partage et d'échanges entre collègues.
Nous avons donc choisi une application qui est non seulement une application classique de visioconférence et qui prend aussi en compte le bien-être de nos salariés. Concrètement, l'application va mesurer le temps passé devant l'ordinateur et le symboliser par une jauge. Régulièrement, des alertes préviennent les salariés qu'ils doivent faire une pause. Ils peuvent rejoindre différents espaces virtuels, une salle café pour échanger entre collègues et même une salle d'étirement avec une coach. Étirez votre colonne vertébrale. Nous avons réussi à garder le lien entre les équipes et à mettre la santé des salariés au cœur des priorités de l'entreprise. C'était Parole d'entrepreneur avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. On a abordé la question du télétravail et elle me permet de faire le lien avec effectivement QVT, QVCT. Alors Anne-Cécile, un petit mot peut-être de ce qu'est effectivement la loi, très court, hein, son esprit, cet aspect de curatif et de préventif, et puis en quoi elle peut être facteur d'innovation. On le voit bien ici, hein, avec ce nouvel outil qui a été mis en place. Donc, QVT, QVCT, quel est le sens de cette évolution ? En termes de contenu, quelques rappels, j'allais dire, réglementaires. Et puis après, on passera aux travaux pratiques avec l'expérience de l'ANACT et de l'ARACT, pardon, et l'expérience donc d'une entreprise. Je vous en prie. Alors, le propos, c'est pas de faire un cours de droit sur la QVT. Dire quand même que, en fait, cette notion de qualité de vie au travail, elle est apparue en 2013 hein, dans le paysage des entreprises, avec un premier accord national interprofessionnel sur ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, sur une notion de qualité de vie au travail qui renvoyait à la capacité, en fait, à donner aux salariés la capacité de mieux s'exprimer, et on en a beaucoup parlé, de mieux s'exprimer sur le travail, le contenu du travail, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les aléas, et donc avec cette expression, de pouvoir percevoir la qualité de leur travail et la performance finalement de leur entreprise. Donc c'était déjà très effectivement innovant dans le paysage de toute entreprise, quelle que soit la taille, de pouvoir mesurer et mettre en place des démarches de qualité de vie au travail. Et vous avez bien compris dans ce que j'ai dit qu'effectivement on pensait moins à l'époque déjà au périphérique du travail, c'est-à-dire tout ce qui fait une belle salle de pause, des cours de gymnastique, de détente, même si c'est utile à l'individu, en tout cas, ça ne faisait déjà pas trop partie ou pas complètement partie de l'esprit de la loi à l'époque en 2013. Un bilan a été fait des accords après 2013, donc plutôt en 2019. Et en fait, les législateurs et les partenaires sociaux, employeurs et salariés, se sont rendus compte que le bilan, en fait, les accords parlaient plus de conditions périphériques au travail. Alors même si la rémunération en fait partie, c'est quand même pas un petit sujet, et pas tant de contenu du travail lui-même. C'est pas un petit sujet, mais c'est pas forcément la motivation première. Pas toujours, effectivement. Il faut le rappeler. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'enquêtes. D'ailleurs, Estelle avait amené quelques chiffres avec elle et elle pourra nous en parler. Ce qui fait sens au travail aujourd'hui, ça n'est pas que l'aspect de rémunération, vous avez raison. Notamment pour les générations Y ou Z, selon où on se trouve. Du coup, les partenaires sociaux ont tiré les enseignements de ces bilans de 2013 et ont dit qu'il faut qu'on rajoute et qu'on renforce la notion de contenu du travail. Finalement, c'est quoi la qualité de vie et les conditions de travail pour faire performance dans l'entreprise. C'est le sens de la proposition de loi donc, tout à fait, de 2021 qui a été votée et qui accroît les notions autour du travail, de la gestion des aléas, beaucoup d'aléas, on l'a vu avec la crise Covid, la charge de travail, qu'elle soit réelle, cognitive, le management de travail, les questions aussi, vous en avez parlé un peu, de nouvelles formes d'emploi dans les entreprises, hein, il n'y a pas que des
contrat classique, CDI, temps plein. Il y a aujourd'hui des sous-traitants, des partenaires, des formes de temps partagé, de mise à disposition. Donc toutes ces formes nouvelles d'emploi et de travail, comment on les intègre à la gestion d'un collectif, et est-ce que ça fait vraiment performance ou pas? Avec des notions intéressantes de bilan, de passeport, tout à fait, d'obligations en matière de passeport pour les salariés. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit mot? de parcours professionnel. Voilà. Peut-être sur la notion de parcours, c'est peut-être Estelle qui pourrait illustrer tout à l'heure quelque chose d'intéressant sur ces notions. Vous dire peut-être en passant que la semaine prochaine, on en parlait avec Carole tout à l'heure, la semaine prochaine, au niveau national, il y a la semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail. Le thème, c'est le sens au travail, qui fait donc qualité de vie et performance dans l'entreprise. Alors, vous le savez, on a un public qui nous suit là, quelque part, derrière l'écran, sur Facebook. Et on a une question. Que je vous pose directement. On est tous familiers de la médecine du travail. Alors, quid dans le cadre de cette réforme et du passage du QVT à la QVCT, de la médecine du travail, de son rôle, du renforcement de sa présence ou pas dans l'entreprise? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Axel parlait de la santé des dirigeants et parfois de la non prise en compte finalement de la santé mentale ou physique des dirigeants par rapport à des salariés. Dans la réforme de la santé au travail, la mission et l'offre des services de santé au travail interprofessionnels, notamment, s'est beaucoup élargie. Ils ont comme prérogative de pouvoir suivre des nouvelles populations, les dirigeants notamment, les auto-entrepreneurs, même la fonction publique aussi, qui n'était pas du tout dans leurs prérogatives. Donc ils ont un périmètre qui s'est élargi, et ils ont aussi à avoir une offre différenciée selon les populations, les typologies d'entreprises, les secteurs d'activité. Leur mission s'est aussi beaucoup élargie avec la réforme. Notamment dans un lien avec la médecine de ville, notamment, si nécessaire. Normalement, oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Un lien avec la médecine de ville. La possibilité, puisqu'ils ont eux aussi du mal à recruter des médecins du travail, ça c'est pas nouveau, la possibilité de faire appel effectivement à des médecins généralistes qui, avec un parcours, un passeport, une certification, peuvent rendre des visites santé au travail professionnelles. Merci. Travaux pratiques. Encore une petite séquence illustrée. Merci. Alors tout d'abord, on a démarré par mettre en place un comité QVCT. Donc là, on a fait appel aux salariés qui étaient volontaires pour pouvoir participer à ce comité QVCT. Et on a utilisé le jeu, les essentiels de l'ARACT pour pouvoir définir les chantiers de travail sur lesquels on voulait prendre du temps et faire travailler l'ensemble des salariés. Alors l'ARACT nous a vraiment accompagnés dès le démarrage, c'est-à-dire pour travailler avec vous, il vous faut un comité. Il faut des personnes qui veuillent travailler sur cette démarche-là. Et ensuite, c'était d'avoir ce mot ambiance et de le rapporter au travail. Parce que dans la tête des personnes qui étaient là, l'ambiance c'était dû à des personnes et pas au travail. Donc ça a été de se dire oui, mais les conditions de travail ou l'ambiance, comme vous dites, s'il y a une mauvaise ambiance, c'est parce qu'il y a un souci au niveau du travail. Donc ça a vraiment nous ramené et dire c'est pas les personnes le problème, c'est le travail. Donc où est le problème dans le travail pour pouvoir faire en sorte de résoudre et d'apporter des solutions. Donc ils nous ont vraiment accompagnés dans cette démarche et à nous dégager de l'émotion ou du personnel pour recentrer la démarche sur le travail.
Eh bien voilà, on y est. Je parlais de travaux pratiques. Donc on a eu là l'illustration de quelques outils, les essentiels notamment. Donc sur la démarche, on va dire, de conduite et de suivi de projet collective, on va y revenir, Anne-Cécile. Mais j'ai envie de faire rebondir un peu Tristan sur cette question à laquelle il ne s'attend pas. Vous m'avez dit, Anne-Cécile, lorsqu'on a préparé cette soirée, qu'on ne pouvait plus aujourd'hui opposer entrepreneuriat et salariat. Comme il a parlé de Marx, on ne peut pas donc opposer le capital et le travail. Ça n'est plus possible. Éclairez-nous là-dessus, évidemment, de manière extrêmement courte, avant de laisser la parole à Anne-Cécile. Nous vous écoutons. Ce n'est pas 4 heures, c'est 40 secondes. 4 heures pour réfléchir, hein, déjà. La question que je reposerai derrière cette question-là, c'est la question de l'engagement, du niveau d'engagement. Engagement qui veut dire se mettre en jeu. Jeu dans les deux sens du terme. D'abord, engager quelque chose, hein, en jeu JEU, mais s'engager, c'est comment je me mets en jeu, moi, dans mon activité professionnelle. En fait, j'aurais pas beaucoup plus de choses sur le moment à dire que c'est une question d'engagement. Aujourd'hui, quand la frontière se brouille entre salariat et entrepreneuriat, c'est la question, encore une fois, et il n'y a pas de réponse derrière, de l'engagement qu'on y met. Voilà. Je ne sais pas s'il y aurait des éclairages complémentaires. Non, mais la question, enfin la réponse est intéressante, c'est accepter de rentrer dans le jeu, en fait. Oui. Et d'être un acteur. Oui. Voilà, d'être un acteur, de ne pas être passif. Voilà. Et jusqu'à quelle mesure, avec tous les... Tout à fait. La question des outils, on va dire les prérequis, hein, Anne-Cécile, pour mener une démarche de QVCT dans une entreprise, en l'utilisant comme un levier, hein, parce que c'est bien ça le sens, et non pas comme une contrainte pour le mieux-être de tout le monde et le mieux-être de l'entreprise, tant pour le dirigeant que pour l'ensemble des acteurs qui font cette entreprise et principalement les salariés. Alors, sur la question des outils ou de la méthode, alors vous avez compris que pour finalement répondre à un nouveau projet, à un enjeu stratégique, comme on a vu, ou une question de transformation, comme on a vu dans l'entreprise que l'on vient de voir sur Nature et Aliment qu'on vient de voir sur la vidéo. L'idée d'une démarche QVT, c'est vraiment de mettre en mouvement en fait tout ou partie des acteurs de l'entreprise autour d'un certain nombre de dimensions qui font efficience du travail, performance de l'entreprise, reconnaissance vis-à-vis des salariés, bonnes conditions de travail, bonnes relations interpersonnelles, et autour de ces enjeux, de mettre en mouvement les salariés, donc avec soit des séances de travail à partir de situations de travail très précises, que les salariés réunis en comité ils définissent et sur lesquels ils travaillent, ou alors d'utiliser aujourd'hui des méthodes qu'on appelle ludopédagogiques qui peuvent permettre de partager des enjeux, de finalement de se transposer dans un autre univers, c'est un peu Vie ma vie, un escape game QVCT par exemple, qui mettent en mouvement tous les acteurs, tous les acteurs de l'entreprise. L'existence de l'escape game, QVT, extraordinaire. QVCT. Et c'est vrai que les équipes de l'ARACT, comme Estelle aujourd'hui, utilisent ces méthodes pour travailler avec tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit au niveau stratégique comme au niveau opérationnel, pour se mettre en mouvement et aller vers une transformation, ensemble, en tout cas. Peut-être un témoignage concret de votre vécu en tant que chargée de mission, Estelle, sur la mise en place effectivement de cette démarche sur des expériences récentes. Oui, alors peut-être dire que quand les entreprises sollicitent l'ARACT, souvent quand elles en arrivent à s'interroger sur est-ce qu'on s'engage dans une démarche QVT, nous on a observé vraiment, on va dire, deux entrées principales. La première est l'entrée « j'ai un problème à résoudre, je pense que la QVT peut être une réponse, aidez-moi ».
à mettre en œuvre ma démarche parce que j'ai tenté des choses, mais ça ne donne toujours pas satisfaction. Donc on n'a pas que des dirigeants qui ne font rien. Les dirigeants aussi essaient d'apporter des réponses aux problématiques que leur pose leur organisation, leurs salariés. Voilà. Et puis une deuxième porte d'entrée aussi est l'entrée projet. Donc on a un projet à mettre en place, notamment avec le numérique qui arrive. C'est un enjeu qui est fort pour notre entreprise puisqu'il en va aussi de sa pérennité, de sa viabilité, mais on sent une certaine résistance au changement, comme on dit souvent, comme ils nous l'expriment. Du coup, on aimerait leur affirmer, leur assurer de la prise en compte de leurs conditions de travail et du coup les associer à nos projets pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir conduire le projet à bien pour qu'il puisse réussir. Un exemple concret, je pense très récemment à un établissement de santé qui est venu et qui a exprimé un problème que nous avons l'habitude d'entendre. Écoutez, le nombre d'absentéismes augmente, il y a beaucoup de turnover, on n'arrive pas à fidéliser. On a mis en place des choses, on a lancé une enquête auprès des salariés pour mieux cibler quelle était la problématique. Les résultats de cette enquête nous font dire que la reconnaissance, ils ne se sont pas reconnus dans leur travail. Ils ne sont pas accompagnés dans leur parcours professionnel, donc c'est une structure, au bout d'un moment ils se sentent bloqués, c'est soit je prends la place du management, soit je pars voir ailleurs. Donc la question de parcours se posait et la question de communication qui est bien sûr en toile de fond de toutes les interventions. On nous dit rien, on ne sait pas où on va, on n'a pas une vision partagée. Et donc là, suite à cette enquête, la direction a les résultats, mais elle ne sait pas comment résoudre cette problématique. Et c'est souvent là qu'on s'adresse à l'ARACT pour aussi avoir de l'outil et de la méthode pour pouvoir mettre en place cette démarche. Donc, comme on a vu dans le témoignage de Nature et Aliments, on a un premier travail à faire. Vous parlez tout à l'heure de la question du dialogue, qui est de dire est-ce que cette entreprise a vraiment la maturité de mettre en place une démarche QVT dans le dialogue est vraiment la colonne vertébrale. C'est-à-dire quand on arrive dans une entreprise dont la direction... Il y a peut-être d'abord à préparer les choses. Tout à fait. Quand la direction nous dit on a cette problématique et quand nous on dit est-ce qu'on peut avoir aussi le son de cloche de vos salariés ou de vos élus, quand la direction nous dit non, on dit là, ça va être un peu compliqué si le dialogue n'y est pas. Donc si on passe cette phase de... Voilà, c'est un prérequis. Quand on a accès à la fois du point de vue, quand on a le point de vue de la direction par rapport à la problématique et qu'on interroge le point de vue aussi des salariés par rapport à la problématique, on arrive un peu à construire ce qu'on appelle une demande partagée et là du coup on s'engage enfin dans la démarche où une première phase est aussi de partager un point de repère commun autour de la QVT, c'est-à-dire chacun a sa représentation, beaucoup en ont sur le bien-être, les salles de baby-foot, mais c'est pas ça. On leur dit que la démarche QVT est centrée sur le travail, leurs conditions de travail, mais ces conditions de travail-là sont aussi un levier de performance pour l'entreprise. Donc on a bien ces deux finalités en vue, à la fois la performance de l'entreprise, qui est aussi la garantie de leur emploi de demain, il ne faut pas qu'on l'oublie, mais aussi à la fois les conditions de travail. Un salarié malade ne peut pas être performant au travail. Donc il faut aussi être dans cette écoute et dans ce dialogue et trouver ce juste compromis, ce juste équilibre qui du coup va répondre vraiment à la finalité de la QVT. Merci beaucoup. Merci Estelle. Une question pour Axel. Alors à l'IFEC, syndicat d'experts comptables, j'ai envie de dire, vous êtes quand même les confidents de vos entreprises. L'expert comptable a une position souvent très, très, très particulière. Soit c'est un rôle un peu délicat parce que vous sentez qu'il y a un malaise et le client ne le dit pas, ou au contraire, vous êtes les premiers à savoir que l'entreprise va être cédée, vous êtes les premiers à savoir ce qui ne va pas dans l'entreprise. Comment est-ce que l'IFEC pourrait contribuer, notamment au travers de sa commission sociale, à une évolution j'allais dire, de la profession dans son obligation de conseil sur ce domaine-là, en laissant de côté un petit peu plus les chiffres?
Je pense qu'on peut avoir une action sur 2 niveaux. Le premier d'abord, on reboucle un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, prendre en compte le dirigeant. Il ne faut pas oublier qu'un expert comptable, avant toute chose, il dirige son cabinet et il est entrepreneur comme tout le monde. Donc déjà, je pense qu'il y a un accompagnement sur la philosophie managériale de l'expert comptable au sein de son propre cabinet qui peut être mené. C'est un petit peu la partie de l'été indien qu'on va lancer avec un partenaire sur la protection sociale du dirigeant. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on fait avec le groupe Vive. On l'a fait pour la saison 2 cette année. Et on peut dire une saison 3, je crois, pour l'année prochaine, Marie. C'est fou les séries, oui, il y a la saison 3 maintenant. C'est en 4 épisodes et on fera la saison 3 l'année prochaine. Après l'Escape Game, nous avons la exactement. saison 3 Vive, extraordinaire. Le management, c'est clairement l'enjeu numéro 1 et on n'est pas surpris, si vous voulez, de l'adhésion des confrères qu'il y a à ces webinaires et à ces formations. L'humain est en train de revenir au centre du jeu. Le rôle du syndicat, c'est avant tout, je pense, de sensibiliser la profession à cette importance de l'humain. Je le redis, on est à un tournant, on parle beaucoup de digitalisation, il ne faut pas s'engager dans la digitalisation à tout craint en se disant c'est bon, les robots sont là, une machine ne fait que ce que l'homme lui dit de faire. Donc que chaque chose reste à sa place, n'oublions pas que l'homme, l'humain, avec un grand H, est au centre de toutes les organisations économiques, quelles qu'elles soient, et que la profession se saisisse de ce sujet. Non seulement on sera bien meilleur, parce que soyons honnêtes, les experts comptables sont de très mauvais managers pour eux-mêmes et pour leurs équipes, dans 90% des cas. Je ne vais pas me faire des amis demain, je le sais, mais je le pense, donc je le dis. Et si on n'est pas bon dans sa propre entreprise, je pense qu'on ne peut pas être bon conseiller. Alors, soit il faut faire preuve d'humilité et à ce moment-là adresser nos clients vers de bons conseillers. On vient d'entendre des choses excessivement enrichissantes sur l'ANACT et la RECT, sur toutes les missions qui peuvent être faites en matière de QVT et donc indirectement de management, soyons clairs. Soit on se retrousse les manches, on réalise qu'on est une profession qui a de gros progrès à faire en la matière et ça, c'est le rôle des syndicats. Merci beaucoup Axel. Une dernière question à Tristan, parce qu'après je voudrais très largement passer la parole à Carole. La question qui fâche quand même, par rapport à ce que disait Estelle tout à l'heure, qui était très très intéressant. Après tout, moi, il y a du greenwashing, je vais faire du management washing. Je vais mettre des douches dans ma boîte, puis voilà, chacun va partir un petit peu à l'heure qui lui convient. Puis bon, je vais augmenter un petit peu les salaires, puis je vais peut-être revoir un petit peu les congés, le système des RTT, etc. Puis ça va bien, avec ça je vais recruter. J'essaye de développer un petit peu ce que je mettais derrière la notion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, comme le disait Axel, un changement culturel chez les dirigeants à apporter pour bien montrer qu'effectivement ce n'est pas que ça, ce n'est que l'habillage, qu'il faut aller sur les questions de fond, sur les prérequis, sur le dialogue et sur la mise en place d'une véritable démarche. Dans votre observation de consultant, sur une échelle de 1 à 10, le curseur, vous le mettez où aujourd'hui dans cette culture des dirigeants ? Alors nous, on intervient beaucoup dans le secteur de la santé et du médico-social. Donc l'humain est au cœur. Donc le curseur serait plutôt autour d'une volonté d'un changement réel aujourd'hui dans ce secteur-là. Plutôt vers du préventif que vers du curatif, vers une démarche, nous, qu'on appelle systémique, c'est-à-dire globale et profonde. Mais on observe culturellement une vraie volonté, une volonté sincère des dirigeants de se diriger vers ce type de qualité de vie au travail sincère. Mais un besoin que nous on observe, c'est pour ça qu'ils font appel à nous aussi, d'être accompagnés là-dessus, de dire voilà, mais comment on fait sincèrement, parce qu'on se rend compte qu'il ne suffit pas justement de faire de la chocothérapie ou des serious games, c'est hyper fondateur aussi, mais là où on ne peut pas tricher, encore une fois, et tu l'as dit Estelle tout à l'heure, et tu l'as redit aussi dans ta question, la réponse était dedans, c'est encore une fois au niveau de la prise en soin, du niveau de prise en soin du dialogue. Et ça commence par le partage, comme tu l'as dit tout à l'heure très bien, des représentations. Pourquoi on parle d'étymologie, pourquoi on parle d'origine des mots ? Parce qu'en fait, on a des évidences dans sa tête au travail, qu'on soit dirigeant, qu'on soit salarié, mais c'est des évidences qu'on ne se partage plus.
Surtout quand on se dit, ah bah, ça fait 20 ans que je suis là, il travaille avec moi depuis un certain temps, il me connaît maintenant. Et non, on a toujours besoin de se réexpliciter des évidences. C'est-à-dire, quel est le sens que tu mets derrière les mots, derrière les thématiques qu'on discute. C'est pour ça que je suis à fond sur la définition des mots. On parlait tout à l'heure d'apprendre à se partager. On a des outils là-dessus, hein, concrètement, de se partager les obstacles. C'est ça la franchise, on redisait. Oser se parler de ce qui nous fait obstacle. Se partager ses besoins derrière. Alors pas forcément de type communication non violente, pour celles et ceux qui auraient suivi des séminaires ou des formations là-dessus. C'est pas les besoins profonds, mais c'est derrière un obstacle. C'est pas juste rester bloqué sur un obstacle, mais quel serait le besoin qui nourrirait le dépassement collectif de cet obstacle. Et aussi se parler des rôles. On parle beaucoup d'être des acteurs de théâtre dans notre vie, dans la vie sociale, dans la vie active. Ça, c'est une philosophe qui s'appelle Hannah Arendt qui en parle. Le rôle, le jeu, accepter d'entrer dans le jeu et comment. Exactement, exactement. Et Hannah Arendt, elle nous dit, c'est hypocrite, c'est contre-intuitif ce que je vais vous dire, mais elle nous dit, c'est hypocrite de croire ou d'affirmer explicitement qu'on ne joue pas de jeu, de rôle relationnel. Non, dans le dialogue, on est obligé de jouer des rôles. Et être sincère, c'est justement jouer des rôles et expliciter les rôles qu'on joue les uns vis-à-vis des autres pour être ressources, pour être complémentaires les uns des autres dans des enjeux, encore une fois, de complexité, d'incertitude. On a besoin de dialoguer. Pour ça, il y a des outils. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Merci beaucoup, Tristan. On a parlé de QVT, de QVCT, on a un tout petit peu parlé de RSE. Eh bien, ça aussi, c'est un signe d'une évolution sociétale dans les organisations, dans les entreprises et dans les attentes. On va parler maintenant d'entreprise à mission. Et à Harmonie Mutuelle, ça nous va bien. La notion de société à mission a été introduite par la loi Pacte en 2019. Elle permet aux entreprises qui le souhaitent de se doter d'une raison d'être intégrant des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et c'est finalement l'occasion de réconcilier l'impact économique avec l'intérêt général. Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous sommes une société de personnes à but non lucratif avec une gouvernance mutualiste. Et ça signifie deux choses très importantes. La première, c'est que nous avons un système démocratique. Ça veut dire que l'ensemble des adhérents et des entreprises clientes élisent les représentants à l'Assemblée générale qui elle-même choisit le conseil d'administration. Et puis ça veut dire une deuxième chose importante, c'est que dans toutes nos garanties est introduite une part de solidarité qui constitue un fonds avec lequel on va pouvoir aider les adhérents qui rencontrent une difficulté financière ou qui font face à une dépense de santé très importante, comme par exemple un fauteuil roulant. Nous avons à la fois regardé dans le rétroviseur pour nous nourrir de toute notre histoire mutualiste pleine d'engagements sociétaux, et puis nous avons également eu une projection dans l'avenir en réinterrogeant toutes nos parties prenantes avec plus de 300 000 contributions pour constituer notre raison d'être. Notre raison d'être, dont nous sommes très fiers, c'est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes, autant que celle de la société, en mobilisant la force des collectifs. C'était Parole d'expert. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Eh bien, cette raison d'être pourrait être notre conclusion, mais non, c'est Carole qui va, j'allais dire, l'expliciter. Je crois qu'on est vraiment là dans le cœur du sujet. On a parlé d'outils tout à l'heure, d'outils de l'ARACT. Tristan a réabordé cette question-là. Alors, à Harmonie, dans cette région, avec vos équipes, Carole, quels sont les outils effectivement que vous consacrez vous aussi à cette dimension sociétale et qualitative dans les entreprises qui répond à notre raison d'être? On vous écoute. Oui, alors je vais peut-être revenir un peu sur la raison d'être, parce que c'est quand même le fondement, c'est la boussole d'Harmonie Mutuelle pour les 30 ans à venir. Devenir entreprise à mission, ça veut dire des engagements. Donc quels sont ces engagements? Et qui dit entreprise à mission, ça veut dire également preuve, puisque nous serons, comme toute entreprise à mission, audités pour voir quels sont effectivement les résultats et les preuves par rapport à nos engagements. Donc notre raison d'être, je reviens 2 secondes sur celle-ci, parce qu'elle part d'un constat assez simple, c'est que pour améliorer la santé des personnes et de la société, ça passe par certains éléments. Le premier, c'est que ça passe par l'amélioration de la qualité de l'environnement, donc
clair, l'eau, l'alimentation, mais également notre situation socio-économique. Et là, on parle de conditions de vie, conditions de travail, de logement, d'alimentation, etc. Et on est bien dans la dimension prévention. Complètement. Donc ça, c'était important de le rappeler parce que c'est ce qui va guider l'ensemble de nos actions. Hein. C'est comment nous allons devenir, en tout cas, comment agissons-nous sur ces déterminants de santé qui vont avoir un impact sur l'individu et au sens large sur la société. Et là, Virginie le disait très bien, en mobilisant la force du collectif. Ça aussi, c'est une dimension majeure, en tout cas, dans notre raison d'être, et je dirais dans la vie d'Harmonie Mutuelle. Hein, c'est en baseline, hein, avançons au collectif. C'est-à-dire que lorsque l'on veut transformer, hein, les transformations, on ne les fait pas seuls, il faut être ensemble, collectivement. Donc c'est bien sûr les salariés d'Harmonie Mutuelle, ce sont bien sûr nos élus, et la preuve en est ce soir, nos clients, mais aussi l'ensemble de l'écosystème, et aussi les entreprises. Parce que dans cette raison d'être, c'est dire aussi comment les entreprises sont elles-mêmes un levier, comment l'entreprise peut elle-même aussi agir sur ces déterminants de santé. Donc ça, c'était le point que je voulais, sur lequel je voulais insister. C'est essentiel parce que c'est la base de toute notre action, effectivement, en termes de panoplie, en termes d'outils. Tout à fait. Alors maintenant, concrètement, puisqu'on se dit partenaire des entreprises, comment on aide les entreprises à agir sur ces déterminants de santé, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, hein, et construire avec elles. Donc ça, dans nos engagements et dans nos objectifs, il y a bien sûr créer des offres adaptées aux besoins, mais aussi avoir mené des actions de prévention et améliorer les conditions de vie. Donc, que propose Harmonie Mutuelle, hein, pour aider les entreprises, parce qu'on voit bien que le sujet est complexe, hein, et comment on peut appréhender cela. Et avant d'être finalement dans le préventif, c'est l'analyse. Tu parlais tout à l'heure de questionnement. Eh bien, c'est dans cette logique-là que Harmonie Mutuelle a créé, avec l'Université de Louvain en Belgique, un outil un peu de diagnostic. Alors on dit, il y a un baromètre QVT, etc. Non, là, c'est un outil très large qui va permettre aux dirigeants d'avoir une vision globale de son entreprise. Donc il y a 150 questions. C'est très, très scientifique, une méthode scientifique. Et cet outil va permettre de mesurer le niveau d'engagement des salariés, leur énergie dans la sphère professionnelle, mais également dans la sphère privée, puisque connaître un petit peu les leviers, permettre aux dirigeants d'avoir cette vision macro de son entreprise, d'avoir ses points forts, ses points de faiblesse, et quels sont ses leviers d'action, prioriser ses actions. Donc le collaborateur... Pardon, on est dans la préparation des prérequis dont parlait Estelle tout à l'heure. Complètement, c'est ce questionnement, donc ça s'appelle Harmonie potentiel humain. L'intérêt aussi, c'est que le salarié va avoir son propre diagnostic. Donc à titre individuel, il va avoir son pourcentage d'énergie et des pistes d'action dans sa sphère privée, quid du sommeil, quid de l'alimentation, quid du sport, comment il se positionne dans l'organisation. Et puis le chef d'entreprise aura sa vision globale. Si le nombre de collaborateurs est suffisant, on pourra zoomer sur quelques services, bien évidemment en respectant l'anonymat. Et de cette compréhension, de cette analyse, ce qui peut faire suite à des transformations dans l'entreprise, c'est un moment important quand il y a des transformations, de me dire là où on en est et quel chemin on a parcouru ou quel chemin on a parcouru. Et donc à partir de là, nous travaillons avec le chef d'entreprise, avec un comité de pilotage, là aussi dans le dialogue social, bien évidemment, c'est pas le chef d'entreprise qui fait ça seul, c'est là aussi le collectif qui est mobilisé. Nous déterminons un plan d'action. Donc là aussi, concrètement, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être des actions de sport en entreprise, parce que sur certains métiers, il y a des troubles musculo-squelettiques, de l'absentéisme qui en découle. Eh bien, on l'a mis en place avec une entreprise, ce sont des ateliers de réveil musculaire. Chaque matin, avant de prendre mon poste de travail, je fais du réveil musculaire. Ça peut être aussi concrètement des ateliers sur le sommeil, sur l'alimentation, ou des choses un petit peu plus larges, telles que l'évoquait aussi tout à l'heure l'ARACT. Donc ça, ce sont des éléments assez concrets. On peut proposer aussi aux entreprises, et on l'a évoqué tout à l'heure, sphère privée, sphère professionnelle. C'est pas toujours très simple de se livrer quand on est salarié auprès de son entreprise. Donc là aussi, on accompagne les entreprises pour mettre en place des services d'assistance sociale externalisés, qui prennent en charge les difficultés personnelles que peut vivre un salarié, les difficultés
écoutez, il est aidant ou il a des difficultés financières, de logement, etc. Donc nous accompagnons les entreprises sur la mise en place de ce type de service. Ou dire d'autres, des crèches, là aussi, parce que c'est important dans cette sphère privée. Et c'était le premier témoignage de la personne qui voulait aussi s'occuper de ses enfants. Mais là aussi, comment l'entreprise peut participer à acquérir des places en crèche. Et là, nous l'aidons dans ce sens. Donc une palette assez large finalement. L'objectif étant d'accompagner l'entreprise dans cette prise de conscience, de cette analyse, cette bonne connaissance, ce partage de la situation telle qu'il la rencontre, et puis mettre en place avec nos collaborateurs, nos chargés de prévention, parce que là aussi, nous avons des chargés de prévention qui permettent d'accompagner de façon assez large les entreprises dans l'ensemble des dispositifs. Et il convient de rappeler, Carole, je pense, si je dis des bêtises, je serai corrigé, que cette démarche, évidemment, n'est pas exclusive, qu'il peut également s'agir d'une démarche partenariale avec d'autres acteurs. Nous, notre domaine d'excellence, si je puis dire, ou de référence, c'est la santé. C'est avant tout axé effectivement sur cette question-là, mais rien n'empêche effectivement d'avoir des démarches conjointes avec d'autres acteurs type ARACT, organisation professionnelle ou société de conseil. Complètement, c'est toute la logique, j'évoquais tout à l'heure, d'écosystème. Donc effectivement, avançons collectif. Complètement, c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui vont permettre d'agir sur ces déterminants de santé, d'améliorer la santé des individus, mais aussi avoir des leviers sur la performance des entreprises, on en parlait tout à l'heure, sur l'attractivité des entreprises, sur la fidélisation. On voit bien que ce sont des sujets aujourd'hui très importants. Et puis chose qui est important pour nous, c'est d'avoir effectivement d'être acteur de la transformation de la société telle que c'est évoqué dans notre raison d'être. Merci beaucoup Carole. Nous avons été un petit peu plus long que ce qui était prévu. J'espère que ce dépassement d'horaire aura été compensé par la richesse des débats, des exposés. Peut-être faudra-t-il retenir quelques mots-clés de cette soirée finalement. Le mot du dialogue, le mot du management, l'écoute qui paraît absolument indispensable, et puis finalement le fait que génération Z, Y ou autre, l'entreprise de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui ni celle d'hier, mais après tout c'est le lot de toutes les organisations. Merci à toutes et à tous, merci à Carole, merci à Tristan, merci à Anne-Cécile. Merci Axel qui a fait beaucoup de train pour nous rejoindre. Merci à vous toutes et tous. Merci à Estelle pour son témoignage également tout à l'heure. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement Lou Pellegrin qui est discret là-bas mais que je vois, Michel Caillé, Gilbert, Maxime, toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cette soirée dont il faut dire que c'était une première. Voilà, une première, c'était un souhait de la faire depuis très longtemps. Ce souhait est enfin réalisé. Pardonnez-nous les petites imperfections liées à toutes les premières, mais après tout, nous avions la fraîcheur de notre jeunesse. Merci à toutes et à tous, bonsoir et au plaisir de vous retrouver très bientôt dans d'autres régions pour parler de QVCT.